Vieille. Vous écoutez Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slide Podcast. Difficile de parler au nom de toutes les mères, mais avoir des enfants, voire des petits-enfants, peut donner un sens à la vieillesse. C'est le cas pour Nadine, qui cumule retraite et boulot, mais aussi son rôle de grand-mère. C'est ça votre projet de retraite, ça vous fait envie ça ? Oui, de pouvoir m'occuper des deux en même temps, moi, un peu plus tard, parce que le petit, il a que 10 mois, et l'aîné qui a 5 ans, déjà, il faut beaucoup s'occuper de lui. On ne peut pas, à 5 ans, ça bouge beaucoup, et puis il est curieux, il aime se promener dans la nature, il aime aller visiter les châteaux, il aime visiter tout ce qu'on peut avoir en Dordogne, il adore ça, malgré son âge. Il adore ça. Et puis nous, en même temps, je me promène avec une de mes sœurs qui est retraitée il n'y a pas longtemps, là, et qui a eu des problèmes de santé aussi. Et donc, toutes les deux, on se régale. Et ça nous permet de visiter que, sûrement, on n'aurait pas visité s'il n'y avait pas mon petit-fils. Voilà. On se promène, on visite. On visite le Périgord, en fait. Oui, c'est ma deuxième vie de maman d'abord et grand-mère par la suite. Ouais, c'est ma deuxième vie. Et j'en suis ravie. Voilà. Finalement, elle est moins dure que la première vie. Oh oui. Oui. Plus heureuse. Pour Anne-Lise, qui a choisi de travailler à temps partiel afin d'élever sa fille, c'est une certitude depuis toujours. Avoir un enfant a donné du sens à sa vie. Vieillir, c'est aussi perdre du sens dans les choses. Et avoir un enfant donne un sens énorme à sa vie. Ah oui. Pourquoi vous dites que vieillir, ça fait perdre du sens ? Il y a plein de domaines où on se perd quand on vieillit, où on n'a plus sa place. On est dans une société de jeunisse, quand même, où vieillissant, on devient un peu transparent. Et la place de mère vous paraît confortable à vie ? Tout à fait, c'est un très bon raccourci, tout à fait. Je trouve que la place de mère alors j'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que la place de mère est confortable à vie. Enfin, en ce qui me concerne, après, oui, quasiment confortable. Pas à chaque moment, mais quasiment confortable. Oui. Et dans vos activités, ça va jouer quand vous travaillerez plus ? Vous allez prendre votre fille avec vous ? Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Non, parce que ma fille se protège beaucoup de ça. Oui. Puis, C'est une protection, Odessa ? Le mot est juste ? Oui, le mot est juste. Après, moi j'ai une question, parce que tu dis, j'ai l'impression qu'en ce moment, et aussi parce que tu vieillis, tu essayes aussi de donner un sens qui n'est pas uniquement celui lié à la maternité, où tu m'as souvent dit, maintenant, je vais essayer de faire d'autres choses et qui quand même sont pas en lien avec notre relation, et que tu en ressens l'importance justement maintenant que moi je suis plus loin et que toi tu vieillis et que tu vois que je vais mener ma vie, et tu te dis bon voilà, où dans ce cas est la mienne, et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une nuance là à apporter ? Oui, mais je réponds quand même à la question de madame. Est-ce qu'avoir un enfant est un sens à votre vie, donne un sens à votre vie, donne un sens à votre vieillesse ? Je réponds oui, pleinement. Voilà. Après, ça n'empêche que je vais faire d'autres choses de ma vie. Ça ne va pas être le fil conducteur pour tout, mais c'est quand même une réalité. Et parce que je trouve que c'est pas que ma mère... C'était aussi très, je vais faire une femme libre, je vais faire un enfant qui sera une femme libre, je vais faire un enfant qui va poursuivre mes luttes, je vais faire un enfant qui, c'est aussi passer un flambeau quand même. Moi, tu m'as élevée pour que je sois vraiment libre, et même quand ma liberté, elle venait heurter un petit peu la tienne. Et donc ça, pour moi, c'est quand même une belle œuvre féministe, tu vois, de dire, mais voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, si je veux avoir des enfants, de me dire, mais voilà, est-ce que j'ai pas aussi envie d'avoir des filles pour qu'elles ébranlent le patriarcat à leur tour. Voilà.
Moi, ça m'interroge, ces histoires de transmission. Déjà, parce que je suis maman d'une fille de 29 ans, Flora, féministe engagée. Alors forcément, on compare nos expériences. Elle m'apprend sur le sexisme, sur les mots que les femmes de sa génération ont décidé de poser sur des mots que la mienne subissait sans rien dire. C'est elle qui m'a appris, par exemple, que quand un homme nous interrompt, on dit « mansplaining », que ma génération était trop obsédée par le physique des femmes, par un idéal de la minceur, que faire des blagues là-dessus, c'est pas terrible. Avec ma fille, je me nourris, je continue d'apprendre, et puis je me dis que moi aussi, je lui ai sûrement transmis plein de choses. Assez naturellement, les 8 mars, journée internationale pour la lutte pour le droit des femmes, Flora et moi, on se retrouve et on marche ensemble. Ce jour-là, j'en profite pour repérer d'autres duos mère-fille, d'autres femmes venues en famille. J'engage la discussion. Moi, ma fille m'apprend des choses et je trouve ça génial. C'est vrai parce que des fois, je me sens un peu décalée par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc j'ai besoin aussi d'avoir une parole plus jeune pour comprendre leurs préoccupations, essayer de cheminer aussi par moi-même et déconstruire des choses que je n'ai jamais déconstruites. Ouais. Je ressens le fait qu'en prenant de l'âge, je ne suis plus dans les mêmes questions qu'auparavant et en tout cas j'ai l'impression d'avoir plus une place sans entrave dans l'espace public parce que je suis beaucoup moins soumise et voire plus au regard des hommes. Et ça, je trouve que c'est une liberté que j'ai acquise qui est énorme. Et je ne reviendrai pas en arrière pour ça, vous voyez, pour cette question-là en tout cas. Et vous, madame, sans indiscrétion, vous avez quel âge ? Oula 70 ans en juin. Vous faites toutes les manifs pour le droit des femmes ? Bien sûr. Oui, depuis la nuit des temps. Et je trouve intéressant, alors qu'il y a eu un flottement dans les années 90-2000, de se rendre compte qu'il y a un relais qui est dans une autre dynamique. Mais là, il y a une dynamique qui se crée depuis, on va dire, 3-4 ans. Vous pensez que MeToo a quelque chose à voir avec ça ou pas ? Ça peut y contribuer, mais je dis que c'est pas l'essentiel. Mais peut-être que ça a créé une dynamique, oui. Peut-être. Oui, enfin, moi, c'est surtout la génération de mes petits-enfants qui m'intéresse. Ou de ma fille. Mais la génération des femmes de 70 ans... On est là, on sera toujours là pour se battre. Mais c'est ce qu'on transmet qui est important. C'est pas nos combats et nos batailles, c'est ce qu'on a transmis et c'est ce qu'on transmet aux petites filles d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont là. Justement, vous êtes là avec votre fille ? Ma fille aînée, qui a 42 ans. Votre petite fille ? Mes petits-enfants, les 3, voilà. C'est pour transmettre, c'est bien quoi ? Bien sûr, ouais. Vous pensez que c'est aussi parce que vous avez transmis ça ? Il faut lui demander, j'espère, oui. Elle vous a transmis ça ? Oui, mais moi j'ai été élevée dans les valeurs féministes, mais j'élève mon fils et ma fille dans les mêmes valeurs, voilà. Je pense souvent à ce que doit vivre ma fille à son âge, dans un monde qui ne ressemble pas tout à fait au mien. Peut-être parce que je suis passée par là, peut-être parce que ces questionnements ont été les miens. Pour Flora, c'est sûrement différent. À son âge, penser à ce que je vis en tant que vieille, ce n'est pas évident. À juste titre, elle en est encore loin. Et avec son amie Manon, elles essaient de m'apporter des réponses. Je sais pas, pour moi la question de l'agisme, le truc qui est un peu central, c'est peut-être le fait de la procréation et qu'en fait du coup quand t'es dans l'agisme, quand t'es victime d'agisme parce que t'es plus âgé, que du coup tu perds de la valeur parce que tu peux plus te reproduire quoi en gros, comme si le ventre des femmes c'était le seul truc de leur valeur. Et du coup je trouve qu'il y a un peu cette question par exemple des femmes qui veulent pas d'enfants qui sortent un peu de ce système là aussi quoi. Mais après c'est vrai que c'est pas le sujet qui est le plus traité, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que finalement ça serait défendre un peu le droit de vos mères et que finalement c'est un peu le conflit de génération, on s'en fout un peu quand on est jeune, non ? Le droit de nos mères est notre futur. Ouais, c'est notre futur, c'est vrai aussi. Ouais. Après, je crois qu'on va vieillir donc après. Moi je pense que le conflit des générations c'est pas tant un truc d'agisme, c'est un conflit de valeurs où on n'a plus les mêmes versions du féminisme quoi. Après je pense que vos enjeux quand même du féminisme c'était
un truc aujourd'hui qui est un peu critiqué comme étant vraiment une forme de féminisme libéral, de comment continuer à avoir ces activités de femmes, c'est-à-dire des activités domestiques, de s'occuper des mioches et tout, mais tout en ayant une vie professionnelle Oui, c'est réussie. vrai, Du coup, en fait, c'est quand même juste une charge de plus, sans réfléchir à la répartition. Par exemple, tu as des tâches domestiques ou les questions d'inégalité dans le couple. Après, je trouve que les transmissions, ça se fait soit par des choses qu'on n'a pas envie de refaire et qu'on a vues, ou au contraire, des choses des exemples à suivre aussi, quoi. Je sais pas, après moi j'ai l'impression que ce que tu m'as transmis c'est de... Des valeurs quand même. Ouais, non, ou surtout de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Dans le sens de toujours avoir une vie à soi à côté. Et pas tout mettre dans le panier du travail ou de la relation amoureuse. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'on vous a apporté quelque chose ? Que nos combats, pas moi personnellement, mais nos combats, les combats antérieurs ont apporté des choses. Ouais, ça c'est sûr. C'est avec toutes les invisibles des luttes passées qu'aujourd'hui on peut faire ce qu'on fait. En plus là, il y a l'IVG qui est passé dans la Constitution. Ça, c'est des luttes qui ont été menées. Et c'est assez incroyable. Puis je trouve aussi dans cette question de transmission des luttes, il y a évidemment tous ces grands noms là, Simone Veil, Simone de Beauvoir, blablabla, mais t'as aussi toutes ces militantes anonymes, ou par exemple toutes les femmes qui étaient féministes sans le savoir et sans le dire même. C'est ça qui est beau quand même aussi, je trouve. J'ai l'impression que tu portes un héritage, c'est un peu fort, mais un peu quand même, quoi. Si, bien sûr. Même au sein des milieux féministes, parfois, entre générations, on a du mal à se comprendre. Juliette Rennes, sociologue du genre et de l'âge, nous parle de femmes âgées qui n'ont pas réussi à trouver leur place dans les mouvements militants. Il y a eu plusieurs témoignages en France, un petit peu, mais surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, de femmes qui disaient « mais en fait, j'étais pas la bienvenue, on parlait pas du tout des sujets qui me concernaient, on parlait de la contraception, de l'accès au marché du travail, de la parentalité de jeunes enfants, de questions qui étaient un peu derrière moi, et surtout, j'étais vue comme... proche des mères des militantes et donc en tant que telle ennemie ou adversaire parce que j'étais de la génération alors pour celle des années 70 elle dit en gros j'étais de la génération traître, celle qui avait joué le jeu de la maternité, de la femme au foyer, des 30 glorieuses, etc. Et donc quelle que pu être ma position sincèrement et radicalement féministe, elles étaient victimes de préjugés d'âge et de tensions intergénérationnelles qu'elles pouvaient pas surmonter et qui font que peu à peu elles se retiraient. Alors certaines ont créé des groupes de femmes de 50 ans assez minoritaires, mais on peut voir se rejouer dans tous les espaces militants, que ce soit des espaces féministes ou autres, des forts marqueurs générationnels qui peuvent conduire à stigmatiser les plus âgés, qui ne maîtrisent pas le bon langage, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et donc, il ne s'agit pas de tenir un discours angélique qui dirait « allez, l'intergénérationnel, c'est bien partout et tout le temps ». Je pense que c'est très bien qu'il y ait des espaces d'entre-soi, que ce soit des vieux qui luttent et des vieilles pour leur situation et des jeunes qui se retrouvent sans le regard des plus âgés. Mais il y a un vrai manque, en fait, je trouve, dans les espaces militants, d'espaces intergénérationnels bienveillants dans les deux sens, parce que les vieilles et les vieux, parfois, sont accusés d'être des donneurs de leçons, qu'ils ont déjà tout compris ce qu'il fallait faire, etc. Donc, ça s'invente pas. C'est comme la mixité filles-garçons à l'école, on l'a balancé comme ça, sans la penser. Donc, il faut aussi penser la mixité d'âge, mais je pense qu'il faut pas y renoncer, parce que c'est vraiment là qu'on peut aussi construire des luttes dans la continuité. Et est-ce que vous avez l'impression que vous nous apportez quelque chose ? Moi, je dirais qu'on a tout le temps l'impression qu'on redécouvre les choses, alors qu'en fait, c'est des trucs qui existaient déjà dans les luttes avant et qu'à chaque fois, on déterre parce qu'il y a un backlash, donc on déterre des idées qu'on a l'impression novatrices, alors que finalement, on va juste poursuivre un combat qui a déjà commencé bien avant nous. Alors, qu'est-ce qu'on apporte concrètement ? Après, comme dit Manon, c'est vrai que là où il faut faire attention, c'est que à chaque fois, les acquis de droit ou d'émancipation, mais de toute minorité, pas que minorité politique, pas que les femmes, c'est jamais des lignes droites. C'est des trucs où il y a des hauts, des bas, ça revient, ça repart. Donc c'est ça, faut jamais se dire qu'une fois qu'on a acquis un droit, c'est acquis pour toujours.
Et oui, j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé un truc, en tout cas dans la sphère publique, sur l'opinion publique, avec genre notamment MeToo. Notre quatrième vague, c'est les violences sexuelles peut-être. Ouais. C'est plus sur ce volet-là que ça va porter. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. C'était très important pour moi. Je voyais dans ce rôle de mère comme une continuité de la relation que j'avais avec ma propre mère. Après son décès et celui de l'autre grand-mère de Flora, je me suis sentie investie d'une mission, celle de transmettre la mémoire des femmes de notre famille. Je retrouve Flora dans un restaurant comme nous le faisons souvent et nous en discutons. Moi, je trouve que ce serait joli peut-être de raconter l'histoire de mamie, ton histoire et mon histoire en entrecoupé ou avec aussi d'autres histoires. Tu vois, mais très touchée quand un jour tu as dit tout ce que je fais souvent quand je réussis quelque chose et on s'est souvent retrouvés pour parler de nos réussites. Bon, de nos échecs aussi, mais bon. Ouais. Mais là, on va parler des réussites. Voilà, comme en ce moment par exemple, quand on se retrouve et qu'on se parle de... tu penses à mamie, tu m'as dit, maman. Si on fait tout ce qu'on fait, c'est grâce à mamie. Mais je sens mais c'est marrant, ça, on en avait parlé, où nous, on n'a pas le besoin de se recueillir sur les tombes. Mais je pense régulièrement à mamie et sur tous ces trucs, de me dire, comme un regard, tu sais qu'on a sur nous, de se dire, elle est contente. Ouais. C'est tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Ouais, puis en fait, j'ai l'impression de la porter en nous, parce que c'est grâce à elle qu'on est là aussi. Et plein de personnes à papier aussi. Qu'on est. C'est ça, mais il y a ce destin de femme, de moi, grâce je l'ai à ressenti mamie, très fort parce que je ne m'en étais pas rendu compte quand j'étais plus jeune, mais je m'en suis rendu compte quand sa tête est partie en fait. Ouais. Et c'est vrai, tu as raison. Moi, mamie, elle m'a enseigné l'indépendance, surtout de vivre ma vie qu'elle n'a pas pu vivre elle. Ouais. C'est ça, toi, t'as une mère qui t'a fait quitter cette petite ville où t'étais née. J'ai une mère qui m'a dit ne fais pas comme moi, vis ta vie. Et moi je pense que c'est un truc que tu m'as transmis et moi grâce et en plus là on entre aussi dans des considérations socio-économiques, mais grâce à ta réussite sociale moi j'ai pu faire des études que j'aurais jamais faites sinon. Moi j'ai quand même fait 2 masters dont un de philo pour faire une thèse en études de genre. Alors que tu avais une autre grand-mère qui était femme de ménage. Ouais, c'est ça, mais Mamina c'est compliqué parce que c'est un peu pareil comme Mamina, je ressens aussi vachement ça. Où Mamina, il y a ce truc qui est un peu zinzin quand même, c'est qu'elle a divorcé de son mari. Exactement. Alors que c'était une Espagnole dans les années 60. Exactement. C'est fou ce côté quand même, franchement je vous emmerde. C'est puissant, c'est génial. Que ma fille ait compris l'importance de cette transmission entre femmes, qu'elle se soit appropriée les femmes qui l'ont faite, est pour moi un vrai plaisir. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir vivre ça avec ma propre mère, parce qu'elle a perdu la mémoire avant que je ne puisse lui dire « merci ». Cet échange m'a beaucoup manqué. Et aujourd'hui que je suis devenue l'aïeule de la famille, je me sens dépositaire de sa mémoire. Ce podcast lui est dédié. Dédié aussi à toutes les femmes qui vieillissent, qui croient qu'on ne les regarde plus, qu'elles ne peuvent plus être utiles, qu'il apporte la preuve qu'elles sont encore là, bien vivantes et prêtes à toutes les découvertes, intellectuelles, militantes, mais aussi gourmandes ou sensuelles. Que les vieilles se dévoilent, voilà qui me réjouit, moi qui veux faire de ma vieillesse le plus grand moment de liberté de ma vie. Merci à mes amis pour leur confiance, leur confidence, leur bienveillance. Merci à ma fille pour son amour et son regard toujours optimiste. Merci aux expertes qui ont éclairé mes lanternes. Merci aux auditrices et aux auditeurs de leur écoute attentive. Merci à Nina pour son accompagnement de tous les jours dans les méandres de la technologie. Merci à Aurélie pour avoir sublimé cette matière sonore. Et merci à Christophe pour sa confiance. Et surtout, longue vie aux vieilles. Vous venez d'écouter le 6e et dernier épisode de Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale et prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Tous les épisodes sont à écouter sur Slate Audio et sur votre plateforme d'écoute préférée.